Bonjour, dans quelques instants, vous allez assister à une nouvelle aventure de notre personnage Vissery et de son chroniqueur Quentin dans le parc qui est situé juste derrière moi. Habituellement, les visites merveilleuses se tiennent en vrai à votre rencontre, mais cette année, hélas, elles se font à distance derrière votre écran. Elles sont maintenues pour deux raisons. La première, c'est de continuer à vous faire rêver, à vous faire voyager, à rencontrer les personnes qui font ce territoire. Et la seconde, c'est de vous inviter à faire un don, dans la mesure de vos moyens, à deux associations qui, plus que jamais, ont besoin de nous. La première, il s'agit de la Croix-Rouge de l'arrondissement de Saint-Omer. Et nous vous invitons à vous rendre sur leur site internet et à cliquer sur l'onglet « Faire un don ». Et la seconde, il s'agit du Secours populaire, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années au sein d'Aire-sur-la-Lys, au pôle d'information touristique, en invitant les personnes qui habitent à proximité à venir déposer un cadeau de Noël au pied du sapin. Tous ces renseignements, vous allez les retrouver sur notre page Facebook. Maintenant, il est l'heure de retrouver nos aventuriers. Bonne visite à vous et surtout, on compte réellement sur vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Ça y est, on est dimanche et puis les visites merveilleuses reprennent. On va retrouver Monsieur de Vissery tout de suite au musée Henri Dupuy. Allez, c'est parti, on va sonner. J'espère que je ne le réveille pas. Ah mais oui. Monsieur de Vissery, bonjour. Bonjour Quentin. Ça va, vous avez passé de bonnes fêtes? Oui, et vous-même? Très bien, ça a été. J'ai du nouveau matériel, j'ai ramené mon sac à dos si vous voulez, on peut s'installer et puis ce sera plus confortable pour discuter de la journée. Oui, regarde, moi j'ai d'ailleurs mis cette plume que vous m'avez prêtée. Ah, parfait, Bon, c'est allez-y, parti. entrez, Je coupe entrez, la entrez. caméra et puis on va passer sur l'autre. Très bien. Hop, et voilà, ça tourne. Vous voyez, c'est plus sympa quand même. Oui, c'est un peu plus encombrant, hein, ceci dit. C'est vrai, mais bon, ça, je m'en occupe. Alors, monsieur de Vissery, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quentin, vous ne vous rappelez pas oui, quand nous nous sommes quittés, nous revenions à peine d'Aire-sur-la-Lys. Quelle ville incroyable. Ah oui. Et Jean-Marc, le nouveau gardien des clés, nous a invités à nous rendre sur le chemin de l'introspection, de la contemplation, de la réflexion, sur la Via Francigena. Ah, très Une bien. route célèbre. Très célèbre. Très très bien. Ben justement, j'ai plein de matériel pour qu'on puisse faire de belles images. Ça va être sympa. Eh bien, je vous fais confiance. Allez savoir ce que nous allons pouvoir rencontrer sur ce chemin. En tout cas, je suis sûr que nos idées vont, éclore et donner peut-être de belles choses. Bon, enfin, si vous voulez que je vous laisse un instant de réflexion, moi, je ne fais que vous suivre sur le parcours sans vous déranger. Hein, Ma foi, nous pouvons marcher l'un à côté de l'autre et rester dans nos pensées propres. Oui, pourquoi pas. Allons, Très bien. Allons-y, Très faisons bien, cela. ça marche. On y va? Eh bien, oui. Hop. Je prends Allez. mon sac. Hein. À tout Sait-on de jamais. suite. rencontrer quelqu'un qui me dise si on en a vu. Ah, monsieur! Monsieur! Venez!
Madame? Venez, je vous en prie. Ah, monsieur, je suis contente de vous voir. Ah Est-ce bon? que Pourquoi? vous en avez vu? De quoi parlez-vous? Comment ça, de quoi je parle? Mais monsieur, savez-vous où vous êtes? Eh bien, je suis en train de parcourir la via Francigena, comme cela m'a été conseillé par un certain Jean-Marc. Certes, certes, la Via Francigena, mais ici, voyez-vous, ces vénérables pierres derrière moi. Oui. Ah, monsieur, vous êtes à la chapelle de Guémy, au hameau de Guémy. Alors, cette chapelle, mais vous savez bien que en dessous, dans la terre, des souterrains, et des souterrains qui regorgent, monsieur, de lutins, de corrigans. En avez-vous vu? Les avez-vous vus? Grand Dieu, non! Quel dommage. Mais monsieur, si je peux vous prendre quelques-uns de vos instants précieux, je sais, seriez-vous prêt à entendre leur histoire? Mais écoutez, ma foi, euh, je me demandais ce que cette pérégrination allait m'apporter. C'est peut-être ce qu'elle a à m'offrir. Une rencontre, monsieur, une rencontre. Vous êtes monsieur? Vissery, monsieur de Vissery, Monsieur de Vissery. le célèbre. Le célèbre? Le monsieur de Vissery? Celui-là même. Et vous, madame? Ah, je suis madame, oh, je suis dame, dame Christine. Dame Christine du hameau de Saint-Momelin. Alors, laissez-moi vous raconter, monsieur de Vissery. Tout a commencé il y a bien longtemps. Tout a commencé à Paris. Tout a commencé à Paris et voyez-vous, il y avait au numéro 27 de la rue de l'Arbre-Dieu, il y avait une apothicaire-rie. Et on venait du tout Paris pour acheter les remèdes de monsieur Anselme. Je ne connais pas. Vous ne connaissiez pas? Non. Paris, vous connaissez? Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, cher monsieur, les remèdes de monsieur Anselme étaient efficaces. Il guérissait tout, presque tout. Et on venait de loin le consulter, même le bon roi Louis. Même le bon roi Louis IX allait chercher remèdes, potions, baumes et onguents chez monsieur Anselme. On disait qu'il travaillait jour et nuit. Ces remèdes chers servaient la noblesse, mais un jour, une pauvre fille a eu l'audace de pousser la porte de son échoppe. Sa mère est gravement malade et la jeune fille, en insistant, comptait bien avoir quelques remèdes. L'apothicaire n'a rien voulu savoir et l'a jetée dehors. Mais, en la jetant dehors, il a vu cet œil bleu, si malheureux, ses longs cheveux, sales, certes, mais d'une blondeur à faire pâlir les blés sous le soleil du mois de juin. Alors notre apothicaire s'est ravisé et il a proposé à la demoiselle de rester dans la boutique pour faire un peu de ménage, un peu de rangement, un peu de nettoyage, en échange de remèdes pour sa mère. Et elle a accepté. Elle a accepté. Et naturellement, le soir même, elle rentre chez elle, lavée, propre, coiffée, vêtue de neuf, avec un remède pour sa douce maman. Le lendemain, elle revient travailler à l'apothicairerie et là, Maître Anselme, soudainement appelé au dehors, avait oublié de fermer une porte devant laquelle il lui avait dit de ne jamais aller. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Monsieur de Vissery, les femmes, nous sommes curieuses, c'est dans notre nature. Elle pousse la porte et que voit-elle? 7. Ils étaient 7, des lutins. Des lutins, monsieur de Vissery, des lutins, petits hommes de la nature, petits hommes qui vivent au grand air, dans les grottes, dans les cavernes, dans les forêts, dans les souterrains, des lutins qui étaient là et qui travaillaient dans une pièce sombre et elle remplie d'odeurs, d'odeurs de toutes ces herbes, de toutes ces racines, de toutes ces fleurs qu'ils savaient préparer pour guérir. Maître Anselme n'était qu'un menteur et qu'un flagorneur, c'étaient les lutins prisonniers qui travaillaient pour lui. Alors naturellement, elle, surprise, la porte ouverte, leur dit qu'ils peuvent sortir, qu'ils sont libres, et voilà que les lutins lui répondent « Libres,
Mais nous sommes là pour faire le bien, nous sommes là pour soigner. Punissons le vilain maître Anselme, mais restons là, si vous le voulez, belle jeune fille, pour continuer à soigner notre prochain. C'est ce qui s'est passé. Maître Anselme revient dans l'apothicairerie, voit que la porte est ouverte, se précipite, les lutins sautent sur lui, l'enferment dans la pièce, lui donnent à manger du blé rance trempé dans de l'eau croupie, comme il avait fait avec eux depuis des années. Des années, et voilà maintenant notre vilain Anselme prisonnier, la jeune fille propriétaire de la boutique où elle fait venir sa mère, maintenant guérie, et elle travaille là avec ses chers lutins. Au-dessus de la porte d'entrée, un linteau qui disait que tous les remèdes ici étaient bons et pour tous. Quelques années plus tard, le vent se lève, monsieur de Vissery. Quelques années plus tard, la jeune fille, eh bien, ma foi, décide de raccompagner les lutins d'où ils venaient. Moi, dit-il, je viens de Bretagne. Moi, dit-il, je viens de l'Est. Moi, dit-il, je viens de la petite Bretagne. Vous savez, celle que nous, maintenant, on appelle la Bretagne. Enfin, tout ça est compliqué, monsieur de Vissery. Mais il y en a un qui dit, moi, j'aimerais bien repartir dans le Nord. Je suis de là. Et justement, j'ai entendu dire que notre roi Louis y allait. Il y va, et oui, il remonte là dans le Nord pour se battre. Alors accompagnons-le. Et tout le monde est arrivé ici, monsieur, ici exactement avec notre bon roi Louis. Et imaginez que la guerre avait enfermé la population de Tournant entre ses murs. On n'avait plus rien à boire. Que fait notre bon roi? Il tape sur le sol. Certains disent avec son épée, d'autres disent avec son sceptre. Et jaillit une fontaine. Une fontaine qui a donné de l'eau fraîche à toute la population de Tournant. Alors on a bâti cette chapelle Saint-Louis sur le hameau de Guémy, sur ce mont Saint-Louis, et, et, et en voici, oh non pas les vestiges, parce que depuis elle a été détruite, puis reconstruite, mais voilà, monsieur de Vissery, pourquoi nous avons derrière nous ces murs qui sont tant chargés d'histoire, et en dessous de nous, des souterrains où vivent les lutins de Paris, délivrés par la belle jeune fille, et qui ont accueilli d'autres amis lutins, voire même des Corrigans, qui ont beaucoup d'histoires à nous raconter. Imaginiez-vous cela? Pas une seule seconde, ni un seul instant. Je me demande si il me sera possible d'en voir maintenant, tout de suite. C'est pour ça que je vous demandais si vous en aviez aperçu. Parce que voyez-vous, ils ne sortent que quand ils sont certains de ne rencontrer les gens qui sont heureux de les voir. Parce que souvent, Il y a donc une méthode. oui, souvent on en a peur. Alors, avez-vous dans votre sac une louche? Malheureusement, non. Certains sont très heureux que nous les aidions à préparer à manger pour leurs nombreuses familles. Et après les avoir aidés à manger, si nous leur tendons une louche, ils y mettent dedans une petite pièce, ou une pépite, ou voire même un diamant. Mais si vous n'avez pas de louche, c'est peine perdue. Savez-vous, monsieur de Vissery, que si vous sentez parfois votre esprit s'égarer à leur rencontre, vous devez faire un geste à l'envers. Par exemple, prendre votre chaussure droite et la mettre au pied gauche, et prendre votre chaussure gauche et la mettre au pied droit. Ah là, ils seront ravis que vous les aurez piégés, et ils arrêteront de vous taquiner. Ou alors aussi, prendre votre veste et la retourner, la mettre elle aussi à l'envers. Ou alors retourner vos poches. Ou alors même prendre votre chapeau et le retourner. Ah, ou alors leur donner un mouchoir. Ils adorent des petits mouchoirs finement brodés. J'en ai peut-être un. En avez-vous un? Oh non. Ah! Alors, monsieur de Vissery, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous rencontrez un de ces personnages du petit peuple, vous les désarçonnez toujours quelque chose à l'envers. Par exemple, au lieu de leur dire salut, que leur direz-vous? Lussa? Tu lasses. Tu lasses? Salut, tu lasses. Ah mais oui! À l'envers! Vous vous en souviendrez? Oui! Tu lasses, voilà. Et là, vous serez sauf. Mais laissez-moi vous raconter, si vous avez encore le temps, je ne sais. Oui! Vous avez le temps. Laissez-moi vous raconter cette autre histoire. C'était à peu près 2 siècles plus tard. D'accord. La chapelle avait été détruite, puis reconstruite.
Voilà, par le bâtard Antoine de Bourgogne. Si vous allez jusqu'à Tournan, vous d'ailleurs, vous pourrez voir, sa tombe. Monsieur Antoine de Bourgogne, lui, ma foi, était avait beaucoup guerroyé et justement revenait de guerre, un jeune homme. Il était parti depuis des années. Personne ne savait s'il était encore vivant. Alors, ma foi, sa mère, là en bas, au hameau de Guémy, dans une misérable maison, était là, dehors, en train de s'occuper de ses vaches, et elle entend siffler. Et tout de suite, monsieur, tout de suite, elle reconnaît le sifflet de son fils. Il n'y a que lui qui sifflait cet air-là, de cette façon-là. Est-ce qu'il serait donc de retour? Elle fait sortir le chien, qui était à côté du père, le pauvre, presque grabataire. Elle fait sortir le chien de la maison, et le chien, lui, bien sûr, reconnaît le sifflet de son jeune maître. Et le chien se met à aboyer de joie et à courir. Et la mère appelle Frosine, la petite sœur, et lui dit: Frosine, ton frère est de retour. Frosine sort de la maison et court vers son frère. Monsieur de Vissery, les retrouvailles de cette famille. Et il avait fière allure, hein? Oh! Il avait une belle veste avec des gros boutons dorés. Oh, il a montré ses cicatrices, hein? Et il a dit que il avait eu froid. Et il a dit qu'il avait eu faim. Il a dit aussi qu'il avait tué et fait griller un ours pour se nourrir. Il a dit qu'il avait fait manger aussi des écorces bouillies dans de l'eau à ses compagnons. Il a dit qu'il en avait réchauffé ceux qui étaient presque morts de froid. Il a dit qu'il avait apaisé ceux qui avaient la fièvre. Et il a aussi dit, eh oui, parce que c'est cela la guerre, qu'il en avait découpé 6 en rondelles. Pas des ours, entendons-nous bien, des hommes, ses ennemis. Il était parti jeune homme, il est revenu homme. Et il disait à son père, fier, à sa mère, fier, à sa sœur, fier, moi maintenant je n'ai plus peur de rien, après tout ce que j'ai vécu à la guerre. Et puis à force de se vanter comme ça, le jeudi, au bar du village, ouah, tout le monde avait un peu bu, on avait joué aux cartes, il avait gagné quelques sous, vous savez ce que c'est? Eh bien ma foi, il y a un propriétaire de Guémy qui lui dit: dis donc, peur de rien, laisse-moi te lancer un défi. Tu sais bien, ma petite maison, à la sortie du hameau de Guémy, personne n'y habite. Et je ne peux pas la vendre. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'elle est occupée la nuit par un diable rouge. Un diable rouge comme le sang qui effraie tout le monde. La maison est hantée. La maison est envahie la nuit par des personnages mystérieux et effrayants. J'ai eu froid, j'ai eu faim, j'ai découpé 6 hommes en rondelles. Je n'ai plus peur de rien, même pas d'un diable rouge. Alors ta maison, j'irai dès demain soir, si mon père me donne son accord. Et jeune homme, si jamais tu passes 3 nuits dans la maison, je te la donne. Vous me la donnez? À moi, jeune soldat qui revient de guerre? Mais grande merveille, moi qui n'ai rien, pas un sou. Allez, 10 sous. 10 sous au fond d'un petit mouchoir. Alors, chose promise, chose due, les voilà d'accord. Dès le lendemain, notre soldat s'installe dans la maison. Il a coupé du bois, il a fait sécher quelques fagots. Les murs sont de pierre, solides. La même carrière hein, que celle de la chapelle derrière nous. Le toit est encore bon. Dedans, c'est humide, bien sûr, mais un bon feu a bien fait de tout rétablir. Et il se couche sur un bon lit de paille et de foin, et sa mère lui a donné 2 édredons avec les plumes de ses oies et de ses canards. Qu'est-ce qu'il est bien? Il a chaud. Minuit sonne. Minuit sonne à la chapelle, et là, il voit la porte de la maison s'ouvrir. Et qu'est-ce qui arrive, monsieur de Vissery? Le diable rouge, monsieur de Vissery, le diable rouge. Mais le jeune homme se lève, prend un fagot de bois, le jette dans le feu. Et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Mais de quoi rire, monsieur de Vissery? Le diable rouge, certes, mais en fait, un petit lutin, tout chétif, tout malingre, nu comme un verre, avec un chapeau. Un chapeau rouge sur la tête et de gros sabots cerclés de fer. Et puis il lui dit: bah, qui es-tu? Répond le lutin. Mais dis-moi, qui es-tu? En fait, le lutin, monsieur de Vissery, le lutin était presque mort de froid.
Le lutin était presque mort de froid. Alors notre soldat qui n'a peur de rien lui dit: «Mais viens te coucher à mes côtés. Je t'invite dans ma couche.» Et il se couche et écarte l'édredon, et puis il y a le lutin qui s'approche et qui lui dit: «Vous n'avez pas peur? Et je vous assure, j'ai bien froid!» «Mais non, je n'ai peur de rien. J'ai eu froid, j'ai eu faim, j'ai tué et grillé un ours et j'ai découpé 6 hommes en rondelles. Viens t'allonger à côté de moi, je te réchaufferai comme j'en ai réchauffé d'autres.» Et voilà que toute la nuit, notre soldat a réchauffé notre diable rouge. Un simple petit lutin. Oh! Voici que arrive le petit matin. Premier chant du coq, le lutin se réveille. Deuxième chant du coq, il est hors du lit. Troisième chant du coq, il remercie et s'en va. Vous savez, monsieur de Vissery, que les lutins, petit peuple de la nuit, disparaissent dans le ventre de la terre dès le troisième chant du coq. Notre soldat est tout content? Fier, non, même pas. Content d'avoir aidé ce pauvre lutin gelé. Le deuxième soir, le samedi soir, voici de nouveau qu'arrive le lutin, le feu est bon dans la cheminée, et de nouveau, il se couche contre notre contre notre soldat, pardon. Et arrive le dimanche matin. Le lutin s'en va au troisième chant du coq. Et il dit: «Ce soir, je reviendrai pour la dernière fois, vois-tu?» Notre soldat va à la messe, explique à tous ce qui s'est passé durant les 2 nuits, et puis l'après-midi, on joue aux cartes, comme la première fois. Et puis on boit un peu, et puis on rejoue aux cartes, et on reboit un peu trop. Il faut l'avouer. Et le temps passe bien vite. Et le temps passe bien vite, et à un moment, il y a notre soldat qui se rend compte qu'il est en retard, que la maison ne sera pas assez chaude. Alors il sort de l'auberge, se précipite vers la maison. La nuit est déjà tombée. Et vous savez ce que c'est, monsieur de Vissery? Les rues ne sont pas sûres. Les chemins ne sont pas sûrs. Et il faut passer à l'orée de la forêt. Et là, eh bien, notre pauvre soldat se fait agresser de dos, bien évidemment, par 2 coquins, 2 bandits, 2 voleurs de grand chemin qui lui tapent sur la tête. Il tombe raide évanoui, et bien sûr, quand il se réveille, 2 heures plus tard, on lui a pris de la poche son petit mouchoir avec dedans les 10 sous qu'il avait gagnés, les 10 sous qu'il avait, pardon, et les sous qu'il avait gagnés. Mais bon, il avait la vie sauve. Il va dans la maison, le lutin est là qui l'attend, grelottant. Il fait vite un feu et il se couche contre le lutin qu'il réchauffe pour la 3e nuit. Au 3e matin, le lutin se lève au premier chant du coq, le salue au 2e et au 3e le remercie, en lui disant que, maintenant, il n'a plus froid, qu'il avait été ensorcelé par quelques vilains esprits qu'il n'avait pas respectés, c'était sa faute, et pour être désensorcelé, désenherbé, il fallait tout simplement qu'il dorme 3 nuits avec un homme, un des grands hommes du peuple. Et c'est ce qu'il avait fait. Et il a donc remercié notre brave soldat en lui disant que dorénavant, il serait dans les souterrains, sous la chapelle Saint-Louis, et que le soldat n'avait qu'à lui demander de l'aide et qu'il viendrait. Et n'oublie pas de regarder au pied du lit, a dit le lutin avant de disparaître. Et au pied du lit, monsieur de Vissery, il y avait le petit mouchoir, avec les 10 sous que l'homme avait ramenés de la guerre et ceux qu'il avait gagnés la veille. Il a dit: «Mais comment cela se fait-il? Pourtant j'ai bien été agressé.» Et on a retrouvé les 2 vilains brigands. On les a retrouvés tous les 2 devant les murs de la prison, tout ligotés, tout bâillonnés. Et je suis certaine que notre petit diable rouge y est pour quelque chose. Il a vengé l'homme qui était devenu maintenant son ami. Alors voyez, ne pas toujours en avoir peur. Ils peuvent nous aider. C'est une belle histoire. Vous pensez qu'il est encore ici? Ah, certainement. Assurément. Assurément. Parce que moi, je suis là souvent, monsieur de Vissery. Je suis là souvent, et surtout lors des solstices. Fin du mois de juin, fin du mois de décembre. Et au moment du solstice, vous savez, la terre s'ouvre. Voyez, le monde de là-haut, eh bien, échange, communique, rencontre le monde d'en bas. Et moi qui les respecte, moi qui respecte la nature, moi qui essaye de les écouter du mieux que je peux, eh bien, ma foi,
je suis sûre et certaine qu'ils sont là, en dessous de nous, qu'en ce moment, ils sont fiers et heureux de m'entendre vous raconter ces histoires, monsieur, et de savoir que vous veniez ici avec un air curieux. Avez-vous le temps pour une troisième histoire? Ah oui, volontiers. Oui? Ah, Allez-y. alors, oh oui, peut-être, peut-être, je ne sais pas, soyez attentifs, que vous verrez par terre un peu de poudre rouge. Hem, non, 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 pas cette fois-ci, pas cette fois-ci. Je vous explique. Ah, il y a, ah, ça c'est monsieur Cluzet. C'était un type, on l'aimait pas beaucoup. Il habitait ici, on l'aimait pas beaucoup, monsieur Cluzet. Je vais vous dire, il était tisserand. Bon, d'accord, hein, il savait tisser le lin comme personne. Très bien. Mais monsieur Cluzet, eh ben, c'était un braconnier. Ah, on était content de le trouver quand il avait des lapins et des lièvres à vous vendre comme ça sous le manteau. Mais monsieur Cluzet ne s'occupait pas bien de sa femme et de ses enfants, et dès qu'il avait un peu d'argent, grâce à son troc, eh bien, il allait le dépenser dans l'estaminet du coin. Une tristesse, monsieur de Vissery, une tristesse. Enfin bon, monsieur Cluzet, en ce soir de Noël, avait décidé, d'aller ramasser quelques pièges, de voir s'il avait pris quelques lièvres ou quelques lapins, et voilà qu'il entend des bruits. Des bruits, comme ceux dont je vous parlais tout à l'heure, des bruits étranges, inconnus, et voilà, on était au solstice, hein, et voilà que, caché derrière une broussaille, il voit des lutins qui sortent du ventre de la terre et qui se mettent avec de petites faux à faucher du blé. Mais ce matin, monsieur de Vissery, il n'y avait pas de blé. Avez-vous vu du blé? Il y a pas de blé, il y a pas de blé. Eh bien, ce jour-là, il y en avait. Et voilà qu'il voit des lutins qui reviennent de loin, de différents hameaux tout autour de nous, avec des vaches, des ânes, des chevaux, et puis aussi quelques moutons. Notre Cluzet se demande ce qui se passe et il en a bientôt la réponse. Plus plus les bêtes arrivent à côté du territoire de nos lutins, ils diminuent. Et le blé, semé le matin, pousse par grande merveille, par grande magie, pousse en une journée, et le soir doit être fauché afin que dans la nuit du solstice, les lutins puissent mettre à l'abri sous la terre toutes les céréales pour pouvoir vivre l'hiver et tous les animaux qu'ils pourront manger. Voilà comment ça se passe, monsieur de Vissery. Et monsieur Cluzet en avait entendu parler, mais il n'y croyait pas. Mais là, il avait tout ce monde-là qui était devant lui. Il a fait un bruit, on l'a entendu, le maître des lutins s'est approché et lui a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là, bonhomme?» Il a dit: «Excusez-moi, je voulais pas vous embêter, je venais simplement relever quelques pièges. Tu dois nous aider. Tout ça doit être rentré en dessous, là, dans les souterrains de la chapelle, avant le chant du coq. Aide-nous et tu auras un écu.» Oh, pour un écu, il aurait fait bien pire. Il a surmonté sa peur de tous ces lutins et il les a aidés à couper les blés, à les amener à l'entrée des souterrains et à ramener les bêtes. Et voilà que, alors que tout était fini, il pensait pouvoir se reposer, on lui donne son écu et on lui dit: «Il y a encore autre chose à faire. Nous, les lutins, dans le ventre de la terre, monsieur de Vissery, vous le savez, nous trouvons de l'or, nous trouvons des pierres précieuses. Ils en ont tant et tant qu'ils ne savent plus quoi en faire. Alors, eh ben, ma foi, aidez-nous, s'il vous plaît, monsieur Cluzet, à sortir l'or jaune du ventre de la terre, parce qu'une fois par an, l'or jaune doit prendre du bon air. Et si on ne le fait pas, l'or jaune devient rouge, et pour nous, il n'a plus aucune valeur, alors nous le jetons.» Vous aurez 2 écus de plus. Oh, pour 2 écus, il aurait fait bien pire. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé à l'entrée des souterrains. Il a pris les sacs d'or que lui passaient les lutins et il les a ouverts comme ça pour que l'or respire un peu le bon air de la nuit de ce solstice d'hiver. Et puis après, l'or était rentré et on en ressortait et on l'étalait et on le remettait dans le sol et on le ressortait et on le rentrait dans le sol de nouveau. Et voilà le premier chant du coq. Au deuxième, tout le monde rassemble tout ça et au troisième, tout a disparu. Et Cluzet se retrouve tout seul. Et il entend encore quelques drôles de grognements, grattements. Et là, ah, il voit sortir des sacs remplis d'or rouge.
3 quintaux, 300 kilos. 300 kilos qui n'avaient pas été sortis et qui maintenant étaient perdus pour les lutins et ils s'en débarrassaient en les jetant, eh ben voilà, sur la lande autour de nous. C'est pour ça que je vous demandais si vous en avez vu. Pas de poudre rouge, monsieur, pas de pépites rouges. Rien. Monsieur Cluzet a tout ramassé. Ah, Et monsieur Cluzet a tout ramassé. Et il est allé en ville, avec rien qu'une petite poignée, en demandant à un joaillier si cet or avait une quelconque valeur. Et le joaillier a dit: «Oh oui, 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 je te le rachète, de rechef». Ce qui fut dit fut fait. L'or fut acheté par le joaillier et notre Cluzet, eh bien, il a pris des tonneaux, hmm, il a mis les 3 quintaux bien répartis dans les tonneaux, il a acheté une charrette, un cheval, il a mis sa femme et ses enfants, ses quelques maigres meubles, et il est parti loin d'ici, monsieur. Nous, on s'est dit: «Bon débarras». D'accord? On ne l'aimait pas, je vous l'ai dit, cet homme-là. En revanche, ce sont les lutins de là-dessous qui m'ont raconté cette histoire. Et c'est pour ça qu'au solstice, hmm. on vient jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour voir si quelques poudres rouges n'auraient pas été oubliées. Hélas, non, monsieur de Vissery, hélas, non. Voilà. Mais voyez, ils me l'ont raconté. Oui. Ils me l'ont raconté. Nous arrivons Donc, peut-être un peu tard. oui, c'est un petit peu tard, c'est un petit peu tard. La chose se sait, certaines visites ont lieu quelque temps après le jour du solstice. Soyons vigilants, soyons vigilants, soyons vigilants. Encore un peu de temps, monsieur, peut-être? Je ne sais pas, je ne sais quoi vous dire. Est-ce que une autre histoire de nos lutins ou est-ce que vous souhaitez continuer votre route? Eh, peut-être encore une dernière Encore une dernière. Je vais vite, je vais vite. C'est une belle histoire d'amour. comment mieux finir? C'est une belle... Écoutez, bossu, bossu, il est bossu. Il s'appelle Lubin. Attention, Lubin, Lubin. Il s'appelle Lubin, il est bossu. C'est un charmant petit bossu. Il est gentil, il est adorable, il est délicieux. Il serait marié depuis longtemps s'il n'était bossu. Vous savez, les filles, ma foi, on dit que l'amour rend aveugle, monsieur de Vissery, mais pas toujours. Non, il avait une voisine délicieuse, délicieuse, hein, Amandine. Souvent ensemble, ils passaient des heures à écosser des petits pois. Oh. Ou alors il l'aidait à filer un peu. C'était délicieux. Et elle le trouvait charmant, mais bossu. Ah oui, c'est vrai, voilà. Enfin bon, et pas très argenté non plus, disons-le. Il avait un voisin, un bossu. Mais lui, le bossu grognon. Riche, mais sale. Riche, mais avare. Riche, mais méchant. Riche, mais jaloux. On dit même que parfois, c'est lui qui attrapait les mouches pour les donner à manger à ses poules. Il voulait pas leur acheter de grains. Oh non, un bien vilain personnage. Oh, Gavroche, il s'appelait Gavroche. Oh, Gavroche et Lubin, tous les deux, avec la bosse, n'avaient Dieu que pour la belle Amandine. L'un savait qu'il n'avait aucune chance et l'autre savait qu'il n'avait aucune chance non plus. Mais un jour, voilà que le père d'Amandine demande à notre charmant petit bossu s'il ne veut pas aller en ville, loin, à Calais, pour pouvoir résoudre quelque affaire concernant ses impôts. Le petit bossu est tout content de rendre service à l'homme qu'il rêve devenir son beau-père. Il met son beau gilet bleu, assorti à la couleur de ses yeux. Il met son beau pantalon, sa jolie veste, un peu comme la vôtre, je dois dire. Vous êtes très élégant, monsieur Vissery. Merci. Très, très, très élégant. Et le voilà parti en ville, très fier de cette mission. Il accomplit sa mission, il rentre, et voilà que, ce soir-là, en passant juste à côté, ici, du petit bois que vous voyez là en contrebas, voyez, ce petit bois-là, il entend chanter. La nuit, monsieur de Vissery, quand vous entendez chanter, c'est que les lutins sont sortis, sont en train de danser. Il ne faut pas les inquiéter, il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les interpeller. Et voilà que nos lutins chantent lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Notre charmant petit bossu passe, fait craquer une branche de bois sous son pied,
Les lutins se retournent, viennent vers lui, le regardent d'un air méchant, lui se met à chanter avec eux parce qu'il n'arrêtait pas de chanter tout en dansant, tout en tournicotant. Et notre charmant petit bossu dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et tout le monde s'arrête. Il leur manquait le jeudi et le vendredi pour s'arrêter de danser. Sinon, ils devaient danser toute la nuit jusqu'au petit matin parce qu'ils ne se souviennent jamais des jours d'après. Et grâce au charmant petit bossu, voilà que la danse s'arrête et voilà qu'ils lui disent merci, petit bossu, merci. Hé, nos femmes, sortez quelques cadeaux pour notre charmant petit bossu qui vient de nous donner le jeudi et le vendredi. Et voilà que le petit bossu, sur cette lande-là, voit sortir des charmantes petites lutines avec des sacs d'or. Ah oui, je vous dis, il y en a là-dessous, hein, des sacs d'or et puis un petit peu de sacs de pierres précieuses et elles répandent tout cela. Allez, prends ce que tu veux, c'est pour te remercier pour les 2 mots que tu viens de nous donner. Ah bah ça, il s'est dit, ouh, ce serait merveilleux, hein? Je serais riche. Et puis peut-être qu'Amandine accepterait une demande en mariage si je suis riche. Oui, mais non, non, je suis bossue. Oh, non, merci, messieurs, mais tout ça, non, j'en veux pas. Ah bon? Eh ben, dis donc, c'est bien bizarre pour un homme. Ah ben non, tout ça, j'en veux pas. Et qu'est-ce que tu veux pas d'autre alors? Ben, ma bosse, tiens, ma bosse, j'en veux pas, j'en veux plus, parce que qu'est-ce qu'elle m'embête. Eh ben, vous me croirez si vous voulez, monsieur de Vistry. Mais à ce moment-là est sorti un vieux lutin avec un pot rempli d'une drôle de pommade. Il a passé sa main comme ça dans la pommade, il a massé le dos de notre charmant petit bossu. Il ne l'est plus! La bosse a disparu. Voilà, la bosse a disparu. Monsieur de Vistry, quand vous aidez le petit peuple, quand vous aidez un charmant de lutin, voilà, on vous aide, on vous soulage, on vous apprécie. Et puis, alors, il a remercié, et il est rentré chez lui. Le lendemain matin, il va rendre les papiers au papa d'Amandine, qui constate avec surprise que le charmant petit bossu ne l'est plus. Il lui fait sa demande, Amandine lui saute dans les bras, et le mariage est conclu. Merveilleux! Quelle belle histoire. Attendez! Mais attendez! Mais non! Souvenez-vous du méchant bossu? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Celui qui attrape les mouches pour les donner aux poules, celui qui est jaloux, méchant, qui lui aussi... Naturellement, voyons que son voisin n'est plus bossu. Que fait-il? Que fait-il? Il va sur la lande. Et puis, bien sûr, il entend chanter, là, en bas, dans le petit bois, les petits lutins. Il dit lundi, mardi, mercredi. Et puis, lui, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit oh, vous avez encore oublié lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est quand même pas difficile. Les lutins n'ont pas aimé. Les lutins n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé du tout. Et tout de suite, il a dit vous fatiguez pas, petit lutin. Moi, c'est simple. Je veux tout ce que l'autre n'a pas voulu. Je veux tout ce que l'autre n'a pas voulu. Il est reparti avec un petit sac d'or, avec un petit sac de pierres précieuses et avec une deuxième bosse. Une deuxième bosse. C'était un convoiteux et il a été bien puni pour sa convoitise. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et il a eu tellement honte qu'il a pris avec lui ses quelques maigres vaches, son maigre cheval, et puis quelques-unes de ses poules, et il est parti ailleurs, avec son or et ses pierres précieuses, tellement jaloux du bonheur de son charmant petit bossu, de voisin qui ne l'était plus. Voilà, c'est pour ça que je vous demandais, monsieur de Vistry, si vous aviez croisé ici quelques lutins qui auraient pu partager avec nous les histoires, mais je vous assure, ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Alors, sur votre chemin... Oui. Pardon? Non, je vous écoute. Oui. Oui. Alors, sur votre chemin, si vous entendez quelques gratouillis, quelques bruits, retournez-vous. Vous vous souvenez? Salut, comment le dit-on? Bravo! Tulas, ils verront que vous les connaissez, que vous les aimez, que vous les respectez. Et peut-être, repartirez-vous
avec une petite pièce, avec un petit sac d'or ou simplement l'amitié d'un lutin. Et ça, monsieur de Vissery, c'est bien précieux. C'est pour ça que j'aime cet endroit, voyez. Ici, je suis bien et je sais qu'ils sont là avec nous. Je vous souhaite une bonne route. Christine, Saint-Beauvelin, merci beaucoup pour ces précieux conseils. C'est comme ça que je les prends. Et c'est comme ça que je vous les ai proposés si aimablement. Et monsieur, vous écoutez admirablement. Merci beaucoup. Je crois que je reviendrai peut-être ici un soir, Bien volontiers. à un solstice. À un solstice, peut-être cet été. À très Suivez bientôt. votre route. Bonne vie à Francigena. Merci. À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Vous Faites aussi. attention. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quel homme charmant. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, monsieur de Vissery, comment allez-vous? Oh, Quentin. Quelle rencontre! C'était formidable! Ah, vous étiez là? Vous y avez assisté? C'était passionnant. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé dans votre introspection, dans votre parcours autour de la Écoutez, Via Francigena. j'ai En été tout un cas, peu moi, je me suis surpris, amusé. J'étais un peu surpris par tout votre attirail. D'habitude, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, c'est vrai. Mais je me suis amusé à faire des belles images de notre territoire et donc voilà, j'espère ne pas vous avoir dérangé. Voilà, vous voyez, cette fois-ci, vous avez un écran pour vous voir. C'est une plume Attends. différente, une autre caméra. Vous avez entendu toutes ces histoires? Ah oui, 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 oui. Pour sûr, elles doivent être vraies. Bon. Néanmoins, je crois que cette grande pérégrination, cette grande introspection que j'ai l'occasion de vivre aujourd'hui me donne aussi envie de peut-être de revenir à des choses plus mécaniques, Ah oui. comme vous savez, que j'aime beaucoup. Vous êtes ingénieur. Un s'aventurier. Eh, excusez-moi. Oui, oui. Bon. Et si la prochaine fois, je vous invitais à découvrir quelque chose que j'en ai entendu parler il y a quelque temps, et je suis très curieux. Je ne veux pas vous donner trop d'indices. Je vous contacterai, comme d'habitude, avec D'accord. une petite missive. Très bien. Entendu. Entendu. J'ai tout de même quelques recherches à faire encore ici. Vous n'avez rien vu de rouge traîné par terre? Ah non. Non, 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 non. Pas de. Pas Bon, du tout. Regardez, si jamais, appelez-moi, d'accord? Je vous appelle. Je m'en chargerai. Par quel moyen je vous appelle? Vous criez. D'accord. Et donc vous partez. Oui, oui. Et... Vous m'aidez pas à ranger le matériel Non. D'accord. S'il y a quelque chose de rouge, vous m'appelez, d'accord? J'appelle s'il y a quelque chose de rouge. Très bien. Eh À bien, bientôt, Quentin. à bientôt. Merci, monsieur de Vissery. Bon, eh bien, je pense qu'une nouvelle fois, on se retrouvera dimanche prochain pour une nouvelle aventure avec monsieur de Vissery. Bonne semaine et à bientôt.